J'espère que tu vas bien. Je m'appelle Catherine de chez Forma Santé et aujourd'hui, je vais vous faire une capsule sur l'histoire de la santé mentale. En fait, la semaine thématique de cette semaine, c'est sur la santé mentale et Marie-Pierre et moi, on trouvait important de faire un voyage ensemble, de remonter le temps à travers les différentes époques et les différentes sociétés afin de voir l'évolution de la santé mentale jusqu'à aujourd'hui, en 2018. Donc, on se lance, on fait le premier escale, on s'en va dans la préhistoire. Dans la préhistoire, il y a des études archéologiques qui ont démontré l'utilisation de la trépanation chez des squelettes datant de cette époque-là. Là, tu vas me dire, la trépana quoi? La trépanation, en fait, c'est l'ancêtre de la craniotomie. C'est le fait de faire un trou circulaire dans la boîte crânienne d'une personne et c'était utilisé à certaines époques pour libérer les gens de leurs troubles mentaux. Donc, le fait qu'on ait retrouvé des gens ayant souffert de cette méthode-là, euh, ça laisse supposer en fait qu'il y avait probablement des gens qui souffraient de troubles mentaux à l'époque de la préhistoire déjà. Donc, c'est assez impressionnant. Ensuite, on s'en va au début de la Nouvelle-France, au début de la colonie. Donc, la santé mentale n'est pas encore vraiment bien définie dans la société à cette époque-là. En fait, les gens qui souffrent de troubles mentaux sont plus ou moins reclus dans la société, cachés dans leur famille, pour ceux qui en ont une. Ceux qui en ont pas, ils sont livrés à eux-mêmes, sans ressources, dans la rue majoritairement. Il y a un climat de tolérance quand même qui régit à cette époque-là, mais c'est pas une situation qui est super optimale, là, on s'entend là-dessus. Et comme dans toute société, il y a des gens qui se penchent sur des traitements possibles pour guérir les personnes souffrant de troubles mentaux. Et le traitement majoritaire de l'époque, eh bien, attachez-vous bien, c'est les saignées. En fait, les saignées étaient utilisées pour rétablir les humeurs des gens. Donc, on parle déjà de troubles de l'humeur à l'époque du début de la colonie de la Nouvelle-France, ce qui remonte à plus loin qu'on pense. Ce qui m'amène aussi à vous parler de l'Antiquité et des travaux d'Hippocrate. Donc, escale numéro 3. Là, tu vas me dire Hippocrate. C'est qui ce bonhomme-là? Ben, c'est important que tu saches c'est qui, fait que je vais t'en parler un petit peu. Hippocrate, c'est un homme grec qui est médecin, philosophe de l'époque de l'Antiquité, qui est considéré en fait comme le père de la médecine. En fait, ses travaux ont influencé la médecine que l'on connaît aujourd'hui, ce qui est quand même pas rien. C'est un bonhomme assez important. Et je vais vous en parler plus tard là, pour vous dire son idée sur les troubles de l'humeur. Donc, à l'époque de l'Antiquité, il y avait une théorie des troubles de l'humeur qui planait dans l'air, comme quoi les maladies étaient causées par les 4 éléments du corps. Donc, le corps était composé de 4 éléments fondamentaux, soit l'air, le feu, la terre et l'eau, avec leurs 4 qualités, soit sec, humide, chaud ou froid. Donc, l'idée était simple. L'idée, c'est que si tu avais une discordance dans un de ces éléments-là, tu pouvais être sujet à souffrir de problèmes de santé mentale. Mais au contraire, si tes éléments étaient en harmonie, là, on parlait d'une bonne santé. Mais Hippocrate, lui, n'était pas tout à fait d'accord avec cette idée-là. En fait, lui, il suggère une hypothèse de triade de troubles mentaux. Il parle de la mélancolie, de la manie et de la frénite. En fait, la frénite, c'est une maladie qui est reliée principalement à des fortes fièvres. Donc, une folie passagère là, reliée à la fièvre. C'est le premier philosophe, en fait, à rejeter l'idée publiquement que les maladies mentales sont reliées à des événements surnaturels ou divines, l'œuvre du diable, par exemple, ou des choses comme ça. Lui, il pense que c'est davantage causé par des facteurs environnementaux, des mauvaises habitudes alimentaires, ainsi que de l'hygiène de vie de la personne. Ce qui ne fait pas l'affaire de tout le monde, il va un peu contre la pensée populaire qui veut que ce soit l'œuvre du diable. Mais ça offre une alternative intéressante aux chercheurs qui s'intéressent à son idée pour poursuivre un peu plus loin. Donc, attrape ton scooter, on s'en va au Moyen-Âge, puis on va voir que l'idée en arrière de tout ça n'a pas vraiment changé. En effet, à l'époque de la Renaissance et du Moyen-Âge, la folie est due à nul autre que le diable. Donc, il y a des pratiques, en fait, des pratiques qui sont faites pour guérir ces gens-là.
On parle de l'exorciste, on se rappelle de l'exorciste d'Emily Rose, qui était pas vraiment Jojo. Et ainsi qu'une multitude de tortures physiques, là, la flagellation, la trépanation comme on a vu tout à l'heure, la purge, les saignées. En fait, toute méthode qui pouvait aider à libérer le diable du corps de la personne était utilisée pour traiter les gens souffrant de troubles mentaux. Mais il y a une alternative quand même intéressante que j'ai lue là-dessus. Il y a le frère Barthélemy d'Anglais que lui, il suggérait l'idée que la musique pouvait apaiser les esprits fous. Ce qui n'est pas fou parce qu'on l'utilise en 2018, non? Donc, le voyage se poursuit. Attrape ton scooter, on repart, on s'en va au 19e siècle, soit dans les années 1800. À cette époque-là, l'ère de la folie prend une ère plus médicalisée. En fait, c'est là que Pinel rentre en jeu. Pinel de l'Institut Pinel, ça dit probablement quelque chose. Laisse-moi t'en parler un peu. Philippe Pinel, c'est un médecin précurseur de la psychiatrie. En fait, il a joué un grand rôle dans la réforme des soins en instaurant les asiles psychiatriques à travers le Québec. En fait, ce dernier croyait que les soins et les traitements devaient être remplis de compassion et de patience plutôt que de cruauté et de violence. Donc, c'est vraiment à cette époque-là, lui, il a créé les asiles psychiatriques, fait qu'on appelle ça une époque d'industrialisation où les gens qui souffraient de troubles mentaux étaient placés dans des asiles dépourvus de leurs droits et de leurs biens qui revenaient à l'État. Donc, c'est vraiment une époque d'industrialisation. Puis, à la fin de cette réforme-là, il y a eu aussi la sortie du premier médicament antipsychotique. Dans le fond, le médicament était utilisé, mais pour d'autres choses, en fait. Là, il était vraiment prouvé que c'était utile pour les psychoses. Donc, le médicament, c'est le chlorpromazine, j'ai bégayé, et le Largactil. Ben, en fait, c'est la même chose, mais un nom qui est générique, là. Mais fait intéressant, par exemple, au Québec, on a seulement commencé à l'utiliser en 1953. Un petit retard, qu'on appelle. Donc, ensuite, laisse-moi t'amener sur les travaux de Kraepelin, peu importe comment on le dit. Au début du 20e siècle, il y a une nouvelle classification des troubles mentaux qui voit le jour. En fait, ça implique la séparation des troubles mentaux à ce que l'on connaît aujourd'hui comme étant la schizophrénie. Donc, c'est une avancée quand même importante dans le domaine de la santé mentale. Et maintenant, le voyage tire quasiment à sa fin. Donc, attrape tes gravoles sans somnolence. On embarque sur un vol direct pour la Révolution tranquille au Québec. Donc, on se rappelle, c'est la période où l'Église catholique et l'État se séparent et où l'État-providence émerge. Ces deux grands changements-là ont d'ailleurs causé une multitude de réformes dans les services aux personnes ayant des troubles mentaux. Je vais juste te nommer la commission Bédard. Je ne sais pas si tu connais, mais c'est une commission qui est à l'origine de l'ouvrage Les fous crient au secours de Pagé en 1961. En fait, l'ouvrage dénonçait les lacunes du système des asiles psychiatriques dans la dispensation des soins aux personnes institutionnalisées. En fait, il dénonçait que les soins n'étaient pas adéquats, n'étaient pas réels. Le rapport de la commission Bédard, en fait, a d'ailleurs mené à la fermeture de plus d'un quart des lits psychiatriques au Québec, ce qui laisse supposer que probablement Pagé n'avait pas tort dans son livre, non? En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Et ça a amené une vague de désinstitutionnalisation importante où les gens retournaient dans la société. Et qui coïncide également, les gens retournent dans la société et il y a des nouveaux médicaments qui arrivent sur le marché. Donc, plus de ressources pour eux, ce qui est quand même intéressant, soit des antipsychotiques et des antidépresseurs. Et également, il y a un mouvement antipsychiatrique qui s'installe, qui veulent la désinstitutionnalisation des gens et la fermeture des asiles psychiatriques à travers l'État. Et c'est là que les CLSC prennent une importance super prioritaire, en fait, dans la société, parce qu'ils se font confier vraiment les soins de première ligne pour les gens souffrant de troubles mentaux. Donc, ils ont davantage de responsabilités à leur égard.
c'est super important à ce niveau-là. Puis, on arrive en 1989, on ne lâche pas, on arrive. C'est en 1989, au Québec, on adopte une politique en termes de santé mentale. C'est une approche, dans le fond, qui vise la biopsychosociale de la santé mentale. En fait, ce que ça veut dire, c'est une approche qui est vraiment globale de la personne. On vise vraiment le physique, le mental et vraiment l'environnement social de la personne. Et maintenant, terminus, tout le monde descend. On arrive aujourd'hui en 2018. En 2018, bon, dans la société, de quoi a l'air la santé mentale, on ne se le cachera pas, c'est encore tabou. Hein? Les gens ne sont pas à l'aise de parler de ça. Mais quand même, la santé mentale est du moins reconnue par le ministère de la Santé et des Services sociaux comme étant une priorité nationale. Donc, c'est quand même rassurant à cet effet-là. Les efforts sont davantage concentrés sur les services de première ligne comme les CLSC que j'ai nommés tout à l'heure et sont vraiment instaurés comme des traitements de première ligne pour les personnes souffrant de santé mentale. Donc, il y a davantage de ressources qui sont implantées pour eux. L'importance, en fait, d'avoir ces services-là à notre disposition, là, je vous entends, là, le service n'est pas parfait, le service de santé n'est pas parfait, il y a des lacunes, on le sait toutes et tous, mais si on remonte le temps, on n'est plus à l'époque des asiles, là. On est quand même les gens sont dans la société, ils peuvent fonctionner, il y a des ressources qui sont à leur disposition, du moins plus qu'avant. Donc, il y a quand même un pas qui est fait. Je ne dis pas que c'est un pas de géant, mais c'est quand même, à mon sens, mieux que c'était. Hein? Et l'importance d'avoir ce service de première ligne-là, c'est qu'au Québec, il y a 1 personne sur 6 qui souffre de troubles mentaux, ce qui est quand même impressionnant. Donc, d'où l'importance, parlez-en, osez en parler et osez aller chercher les ressources qui s'offrent à vous. Et voilà, c'est ce qui conclut ma capsule sur l'histoire de la santé mentale. Je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne fin de soirée, peu importe quand vous regardez la vidéo. Puis on se voit à une prochaine capsule. Au revoir!